a childhood trauma. A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI. Bitch. That's on me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on parle deuil et prêtre sexy. Salut, moi c'est Anaïs et mes seins ne perturbent jamais ma tranquillité. Ah putain, c'était mon lancement aussi. Et moi c'est Marie et j'aime penser que mes seins ont ruiné la quiétude de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on se plonge dans un autre épisode de série qui nous a beaucoup marqué. On s'attaque à un chef-d'œuvre du petit écran, j'ai nommé Fleabag, et plus particulièrement à l'épisode 4 de la deuxième saison de la série, qui a été diffusée pour la première fois en 2019 et qui est écrit et incarné par Phoebe Waller-Bridge. La série est dispo sur Prime, si vous voulez la regarder. Anaïs, comment tu décrirais Fleabag à quelqu'un qui l'a jamais vu ? C'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui habite à Londres et qui a un rapport très décomplexé au sexe. C'est comme ça qu'on la découvre. Elle a une vie sexuelle assez débridée et on se rend compte très progressivement que son rapport au sexe masque une peur de l'intimité et de la vulnérabilité. Et dans la saison 1, on la voyait faire le deuil de sa meilleure amie et porter une culpabilité par rapport à la mort de sa meilleure amie. Et dans la saison 2, quand la saison démarre, elle rencontre un prêtre qui est censé officier le mariage de son père et de sa belle-mère qu'elle déteste. Et il y a tout de suite une tension sexuelle qui s'installe entre elle et le prêtre. Très bien, bravo. On a beaucoup parlé de Fleabag, toi et moi, et ce qu'on a souvent dit, c'était que la saison 1, c'est un peu sa déconstruction, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est plein d'assurance au début, et on découvre au fil des épisodes, elle se désagrège un peu sous nos yeux, quoi, et la saison 2, c'est plus sa reconstruction, à travers aussi cette relation avec le Hot Priest. C'est quoi ton rapport à cette série ? Je me souviens encore de notre découverte à toutes les deux de la saison 1. À l'époque, on n'habitait pas sur le même continent, mais on s'appelait très souvent pour parler de nos séries préférées. Et ça avait été un énorme coup de cœur pour toutes les deux. On l'avait bingé d'un coup et on avait débriefé ensuite ensemble. Et je me souviens que pour la saison 2, je venais te rendre visite aux États-Unis et tu avais déjà quasiment tout bingé alors que moi, j'avais juste jeté un œil. Et t'étais complètement à fond et... C'était marrant parce que moi, j'avais été bouleversée par la saison 1 et la saison 2, j'ai mis plus de temps à l'apprécier. C'était des thèmes qui me parlaient moins. C'est une saison qui parle d'amour, beaucoup plus que la saison 1. Et c'était pas une thématique dans laquelle j'arrivais beaucoup à me projeter, comme vous l'avez sans doute deviné au fil des épisodes d'Amis. Et donc, j'ai été plus réticente à la saison 2 pendant un certain temps, même si je reconnaissais qu'elle était super bien écrite. Toi, par contre, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une passion très très forte pour la saison 2. Ouais, je pense que moi, c'est ça qui a vraiment cristallisé la série. Je la compte parmi mes 3 séries préférées de tous les temps, je pense. Et c'est la saison 2 qui a fait ça. C'est-à-dire que la saison 1, je l'avais trouvée brillante et très drôle. Et la saison 2, elle m'a vraiment bouleversée. Et je pense que j'ai eu aussi J'ai fait une petite projection sur le personnage de Fleabag dans la saison 2, que j'avais pas forcément faite dans la saison 1, même si on me comparait avec elle physiquement parfois, mais intimement, en tout cas, ça m'avait pas parlé. Mais quand j'ai découvert la saison 2, je me souviens que ça a été vraiment un énorme choc. Et après, j'avais vu la pièce de théâtre. À l'origine, Fleabag, la saison 1 de Fleabag, est une pièce de théâtre plus courte, qu'elle avait ressuscité à New York pour quelques semaines au moment de la sortie de la saison 2, justement. Donc j'étais dans un moment très intense de passion Fleabag. Bon, c'est une série que j'ai revue plein de fois et je suis pas obsessionnelle dessus aujourd'hui, comme je l'ai été. Mais j'ai encore, par exemple, le playbill de la pièce de Fleabag est encore encadré chez moi ou des choses comme ça. Donc c'est une série qui a une très grosse importance pour moi. Je pense que déjà, on en avait parlé dans plusieurs épisodes de PIC TV. C'est une des meilleures séries des 20 dernières années de très très loin. C'est une série brillante, ce qui est d'autant plus remarquable quand il y a que 12 épisodes. C'est une série qui parle d'intimité et donc je pense qu'il va toucher des trucs très très profonds et spécifiques en chacun de nous. Et je pense que moi, justement, la saison 1, je l'ai vue à un moment où les thématiques de la saison 1 ont résonné très fort en moi. Et je pense que toi, t'as vu la saison 2 à un moment où ces thématiques-là résonnaient très fort en toi. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on s'est chacune projetée sur une saison différente. Et après, plus tard dans ma vie, même si ça fait pas très longtemps que la série est sortie, j'ai été amenée à beaucoup plus comprendre la saison 2 que la première fois que je l'avais vue parce que c'était pas des préoccupations que j'avais à l'époque. C'est l'épisode qui arrive au milieu de la saison 2. Est-ce que tu peux résumer rapidement ce qui s'est passé avant qu'on arrive à l'épisode 4 de la saison 2 ?
Eh bien, comme tu le disais, elle a rencontré le prêtre très sexy, joué par Andrew Scott, et la tension a commencé à monter entre eux. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une ambiguïté de son côté à lui aussi. C'est un prêtre qui est très cool. On sait qu'il a eu des histoires avant de rentrer dans la prêtrise, et on comprend qu'il y a tout de suite une connexion. Et donc là, on est à un moment de l'histoire où ils commencent à devenir amis et à passer pas mal de temps ensemble. Et en parallèle aussi, un autre enjeu qui a été développé dans les épisodes précédents et dans la saison précédente aussi, c'est le rapport de Fleabag au deuil et à la solitude, t'en as parlé aussi, et le fait qu'elle a perdu sa mère et qu'elle se retrouve très seule depuis qu'elle a perdu sa mère et qu'ensuite elle a perdu sa meilleure amie. Et ça, c'est des thèmes qui vont être abordés dans cet épisode de façon assez frontale, quoi. Dans l'épisode précédent, il y a un moment où ils se rapprochent tous les deux avec le prêtre et il lui dit « on va pas coucher ensemble ». Je sens que c'est ça que tu attends de moi et ça ne va pas se produire, je préfère te prévenir tout de suite. Et là, elle dit, ah ok, elle est un peu gênée et il dit, par contre, j'aimerais bien qu'on soit amis. Et donc, ça temporise un petit peu parce que c'est vrai qu'on attend tous ça et en même temps, il est prêtre, donc c'est une impossibilité technique, on va dire. Déjà, elle lit pour la première fois la Bible et elle est un peu émoustillée par certaines histoires et après, elle google tous les cas de figure où les prêtres peuvent avoir des liaisons ou pas. Mais oui, elle est très clairement en demande. Elle est en chien, on peut le dire. Voilà, particulièrement pour lui, parce qu'elle, en plus, elle était en mode je me fais des avocados toast, j'ai repris ma vie en main et je ne couche plus avec qui que ce soit. Elle a même rejeté un mec qui était un très bon coup, avec qui elle couchait de temps en temps, en lui disant non, je ne veux pas que tu me fasses de cuni. Donc elle est dans un mode de sa vie où normalement elle est en train de se reprendre en main et là d'un coup ce prêtre arrive et ça remue un peu tout. Ouais, et en plus, elle tombe sur la seule personne qu'elle ne peut pas techniquement avoir. Donc forcément, évidemment, c'est ça qui est... C'est très émoustillant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a choisi cet épisode spécifique de Fleabag ? Parce que je pense que le premier épisode de la saison 2 ou le dernier épisode de la saison 2 sont ceux qui sont les plus souvent cités pour illustrer le brio d'écriture et d'interprétation de Fleabag. En fait, je pense que dans cette saison, quand on a décidé de choisir des épisodes qui signifiaient quelque chose de spécial pour nous, il y a des choix sur lesquels on est tout de suite en accord ou des choses comme ça. Je pense que celui-là, on est en accord aussi, mais que c'était plus un choix du cœur pour moi. C'est-à-dire que même si le premier épisode de la saison 2 est brillant par son écriture, et le dernier épisode est bouleversant et très bien écrit aussi, pour moi, le plus parfait de cette saison, et même de Fleabag, c'est cet épisode, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus touchée, parce que ça regroupe tout ce que j'aime dans Fleabag et qui le regroupe de façon assez pure. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur le deuil. C'est quelque chose qui est latent dans Fleabag tout au long de la série, mais qui n'est jamais autant exploré de manière aussi frontale que dans cet épisode. Parce que justement, c'est quelque chose qu'elle réprime normalement et là, elle en parle très clairement. Il y a une tension sexuelle qui aboutit en plus. Et il y a un jeu avec le 4e mur qui est très très clair ici. Et c'est une succession de scènes cultes en fait, ou en tout cas de scènes cultes pour moi, et je pense que pour beaucoup de gens, la scène du Neil, agenouille-toi à la fin, la scène autour de sa nuque à lui, mais aussi il y a 2 moments moi qui m'émeuvent beaucoup, c'est son monologue à elle dans le confessionnal à la fin. Et c'est aussi ce qu'a dit à sa meilleure amie après la mort de sa mère. Et c'est des choses qui, moi, m'ont énormément touchée. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que la saison 2 m'avait plus touchée par ces thèmes au moment où je l'ai regardée que la saison 1, par exemple, c'est cet épisode qui avait le plus touché un nerf et qui regroupait tout ce que j'aimais vraiment dans cette série. Mais je me souviens, en fait, je suis vraiment arrivée à New York alors que tu venais de voir cet épisode et t'étais en furie. Tu m'avais dit, t'as vu Neil, c'est incroyable. Et moi, je crois que je comprenais même pas, en fait, pourquoi ça avait déclenché une réaction si forte chez toi, parce que moi, j'avais bien aimé, mais pas autant. Et on était vraiment dans ce truc un peu comme moi avec Titanic et toi. Enfin, tu sais, t'as quelqu'un qui vit quelque chose de tellement intime et intense avec une œuvre que toi, t'es à côté et t'as l'impression que du coup, t'as pas aimé. Alors qu'en fait, j'avais beaucoup aimé, mais par rapport à toi, j'étais 1000 degrés en dessous. Et je me souviens que c'était précisément après cet épisode-là et que effectivement, c'est là que ça avait cristallisé le rapport très différent qu'on avait toutes les deux à la série, où je m'étais pas rendu compte avant ça à quel point là, ça avait touché un truc chez toi de très très fort, quoi. On va voir pourquoi. J'ai hâte que tu nous expliques tout ça. Est-ce que tu peux résumer en 30 secondes cet épisode ? Fleabag et le prêtre font du shopping ensemble. Ils vont aussi à une réunion de Quakers. Donc, c'est juste un rassemblement de personnes religieuses qui sont dans une pièce et qui restent assis en silence
jusqu'au moment où de temps en temps, il y en a un qui se lève pour exprimer une pensée qu'il traverse. Et donc, pendant tout l'épisode, on explore le rapport très compliqué que ces deux personnages ont à l'intimité et le fait qu'il y a un rapprochement qui a envie de se faire et qui, en même temps, leur fait très peur à tous les deux. Et en parallèle, on a des flashbacks sur l'enterrement de la mère de Fleabag. Et à la fin de l'épisode, Fleabag se rend à l'église, alors qu'elle n'est pas croyante, pour essayer de prier puisqu'elle est un petit peu perdue. Et à ce moment-là, elle a une nouvelle interaction avec le prêtre qui se termine par une confession et un baiser qui est ensuite interrompu. Et ça se termine comme ça. Donc l'intrigue a plusieurs éléments saillants et elle se déroule sur 2 époques différentes. La relation entre Fleabag et le Hot Priest se complexifie. On l'a vu, tu l'as dit dans l'épisode précédent. Juste avant cet épisode, il a été établi qu'il ne se passerait rien entre eux, mais là, on sent bien qu'il y a une tension quand même qui monte de plus en plus. Mais au-delà de cette tension sexuelle, il y a plusieurs autres choses notables. Déjà, il y a le jeu autour du 4e mur. Ce qui est intéressant, c'est que Phoebe Waller-Bridge, à la base, elle voulait pas écrire de 2e saison à Fleabag. Et elle l'a dit plusieurs fois que la raison pour laquelle elle s'est lancée dans une 2e saison, c'était pas l'histoire avec le Hot Priest, c'était le fait qu'elle a eu une idée sur comment jouer avec ce rapport au 4e mur. Parce que Fleabag, dans toute la première saison et dans la 2e aussi, s'adresse directement aux téléspectateurs et on comprend qu'en fait, on est son seul lien un peu intime, les seules personnes qui ont accès à son intimité, à son intériorité et un peu ses seuls amis, quoi. Oui, et en même temps, ce qui était très intéressant dans la saison 1, c'est que on découvre à la fin de la saison, quand on découvre les circonstances de la mort de sa meilleure amie, que justement cette manière de briser le 4e mur, c'est aussi une manière pour elle de se distancier de ses propres émotions. Et quand elle est enfin mise face à un énorme sentiment de honte qu'elle a à la fin de la saison 1, la caméra semble l'oppresser et la poursuivre, et elle essaye de se détourner, et elle regarde la caméra, et elle essaye de se cacher, et elle est d'un coup gênée par ce regard et par ce 4e mur. Et effectivement, dans la saison 2, elle a trouvé encore une nouvelle manière d'explorer ça, et je pense que c'est aussi ça qui a toujours fait le brio de la série. C'est le fait que c'est pas juste une chronique sur une trentenaire un peu paumée, c'est aussi toute une réflexion sur le rapport au public et au regard des autres. Et la façon dont elle joue avec ça dans cette saison, et là c'est très très évident dans cet épisode, c'est qu'en fait, alors que dans les épisodes et la saison précédente, personne ne la voyait interagir avec les téléspectateurs, là d'un coup, le prêtre, qui est un peu la première personne à prêter vraiment attention à elle, commence à saisir des moments où elle s'adresse au public au lieu de s'adresser à lui. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ouais, il lui dit, tu regardes ailleurs, je t'ai perdu, quoi. On était en pleine conversation et là, t'as regardé ailleurs et elle commence à paniquer puisqu'il y avait un accord tacite depuis le début avec le téléspectateur qui là est totalement rompu. C'est ça. Et alors là, c'est évident dans 2 scènes. La première, c'est juste après la scène de shopping où ils achètent son aube pour sa nouvelle messe. Ils sont dans la rue et en fait, elle commence à alors qu'elle a une conversation sur le deuil avec lui, elle s'adresse à nous pour nous dire oh, il a un cou magnifique. Mais son cou est tellement magnifique. Son cou est tellement magnifique. Ses bras. Et ses bras. Really pleased with that. Once it's nipped in. Oh, it'll be perfect. His arms. Do you prefer weddings or funerals? Weddings. His arms. I think there's something humbling about funerals. Really? Yeah, it's good to dwell on the next life. You really think there's a next life? What do you believe? Worm food. Why? Why what? His neck. Why would you believe in something awful when you can believe in something wonderful? Don't make me an optimist. You will ruin my life. Et en fait, déjà, moi, j'avais adoré cette scène à l'époque parce que c'est tellement... Après, je sais pas si toutes les femmes sont comme ça dans la façon dont elles sexualisent leur crush ou des choses comme ça, mais c'est tellement bien vu sur les petits éléments sur lesquels on va se focaliser, genre une nuque ou des bras ou des choses comme ça, et le fait qu'elle soit totalement focalisée là-dessus dans cette scène, j'avais trouvé ça hyper parlant en fait. Oui, surtout que j'ai l'impression que dans beaucoup d'œuvres sur l'amour des hommes pour les femmes, on a pu assister à ça, se rendre compte que c'était pas forcément les seins
seins ou les fesses d'une femme dont il tombait amoureux, mais c'était aussi un petit détail dans le creux de la nuque, Les tout mains ça. comme, Voilà, comme les Jack. mains. Et en fait, ce moment spécifique, c'est vrai que ça vient toucher à un truc très féminin et on n'a pas beaucoup l'occasion de voir un regard féminin sur ce qui peut paraître extrêmement érotique chez un homme pour une femme. Et contrairement à ce que peut-être on pourrait penser, c'est pas forcément les tablettes de chocolat ou des énormes muscles sur les bras. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique et un peu intangible. Et la manière dont elle s'extasie devant ces petits détails-là, ouais, je pense, peut parler à beaucoup de monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, en fait, elle est en train de parler et de s'interrompre à chaque fois pour dire « Ah, son bras, ah, son cou ». Et sauf qu'à un moment, dans la même phrase, pendant qu'elle est en train de s'adresser à lui, elle dit « Ah, son très beau cou ». Et là, il lui dit « Comment ça ?» Et elle dit « Quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui dit « Bah, tu viens de dire son très beau cou ». Donc là, elle est extrêmement gênée puisque c'est très, très gênant. Et d'ailleurs, je crois que j'avais parlé d'une scène dans Gilmore Girls que j'adore où Lane, la meilleure amie Elle touche les cheveux, de Rory, voilà, passe sa main dans les cheveux de son crush au lycée de manière totalement inconsciente, mais parce qu'elle est tellement perdue dans ses pensées et sur le fait elle fantasme sur ses cheveux qu'elle peut pas s'empêcher de les toucher. Et c'est évidemment très humiliant pour elle. Et là, c'est un peu la version adulte de ça qui se produit. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle lui sort tout de suite une excuse. Enfin, elle lui dit « Ah non, je pensais à autre chose ». Et il dit « Ok, bizarre ». Et il passe à autre chose. Et en fait, la manière dont il accepte entièrement le fait qu'elle soit un petit peu bizarre et qu'elle ait dit quelque chose d'un petit peu déplacé, c'est encore plus séduisant. Oui, parce qu'il s'en formalise absolument pas. Une des choses les plus émouvantes dans cette saison, et ça, pour le coup, c'est pas forcément le thème de cet épisode en particulier, mais c'est ce qu'on voit à la fin de la saison, c'est vraiment qu'il lui réapprend à s'aimer avec toute la culpabilité qu'elle peut avoir par rapport à la mort de sa meilleure amie ou des choses comme ça, et avec toute sa solitude, en l'aimant entièrement avec toutes ses étrangetés et aussi toutes ses névroses et toute sa culpabilité. Tout ce qu'on pense qui fait qu'on ne peut pas être aimé, en fait. Ça. Et c'est ça qui est super beau. Exactement. Le deuxième moment où il y a un jeu avec le quatrième mur, c'est qu'ensuite ils vont, après la réunion des Quakers, ils vont dans le café de Fleabag, donc elle lui présente son café avec tous ses hamsters. Et là, encore une fois, il commence à essayer de parler de deuil parce qu'il essaie de faire son prêtre, en fait. Il veut vraiment apprendre à la connaître et essayer de creuser. Il fait un peu le psy, quoi. Et elle a vraiment pas envie. Et donc, elle commence à... Et il sent qu'elle est très réticente à parler d'elle-même. Mais il est réticent lui-même à parler de lui-même aussi. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. En fait, c'est deux personnages qui sont tous les deux terrifiés par l'intimité et la vulnérabilité. Et d'ailleurs, on comprend même au fil de la saison que lui, une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers la prêtrise, c'est aussi parce que ses histoires intimes le rendaient malheureux. Et que c'est plus facile, c'est ce qu'il dit texto, de faire vœu de célibat et de ne plus jamais avoir de relation intime avec une femme, plutôt que de vivre la douleur qu'on peut vivre parfois quand on se rapproche de quelqu'un. Et donc, eux deux ont un rapport extrêmement opposé au sexe. Elle en a beaucoup, lui, il en a pas du tout. Mais par contre, la peur, au fond, c'est la même. C'est de se montrer vulnérable. Et là, dans cet épisode, lui, il essaye un petit peu d'en savoir plus sur elle. Il est très intrigué. Et il sent que ça l'embête. Et il pousse. Et c'est ça qui donne toutes les situations qu'on a dans l'épisode. C'est ça. Et en fait, il y a un moment où elle lui... Je sais plus exactement à quel moment de la conversation c'est. Mais en fait, elle s'adresse plusieurs fois à nous pendant cette conversation. Il lui demande comment elle a fondé le café. Et en fait, elle commence à avoir des souvenirs de sa meilleure amie. Et donc, on voit des flashs de mémoire. Et il lui dit, vous êtes toutes les deux copropriétaires. Et elle n'arrive pas à lui dire que non, en fait, sa meilleure amie est morte. Et donc, c'est les moments où, pour soulager un petit peu la tension qu'elle ressent, elle se tourne généralement vers le spectateur et vers la caméra pour supprimer toute l'émotion qu'elle peut avoir dans ce moment. Sauf que il repère qu'elle est en train de faire ça. Exactement. He's a bit annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing, it's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath there. Nothing. Tell me, come on, No. you can tell me. Nothing. What Nothing. are you doing? No, stop being so churchy. I'm not being churchy, I'm just trying to get to know you. Well, I don't want that. Et il y a un plan qui est devenu très très connu où on la voit nous regarder et lui, il tourne la tête vers nous et il commence à faire « Ah !» parce qu'il essaie de comprendre où elle va. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça reflète aussi notre réaction. Et c'est pas la première fois c'est pas le premier épisode où ça s'était passé, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins une scène avant où ça s'était passé, où elle était sur un banc avec lui, elle avait brisé le quatrième mur et il l'avait remarqué. Et je me souviens que tout le monde était devenu dingue après. Mais là, il y a vraiment un truc de son excitation à lui reflète la nôtre à ce moment-là. Oui, c'est l'apothéose. Et puis c'est un plot
twist, en fait, digne des plus grands plot twists de la télé. C'est ça. Sauf que ça dégénère très vite parce qu'il pousse pour avoir plus d'informations et surtout pour essayer de l'amener à parler de ses sentiments. Et elle se braque complètement. Et donc, elle lui dit t'as pas besoin de retourner à ton église et à ton Dieu. Et en fait, ils se séparent en froid à ce moment-là. Et c'est là que se poursuit, mais de façon beaucoup plus concrète, l'exploration du grand thème de l'épisode, qui est le deuil, où en fait, d'un coup, on voit que Fleabag est en train de se décomposer, c'est-à-dire qu'elle est complètement perdue après cette conversation. Elle rentre chez elle à pied, on voit qu'elle est complètement bouleversée, et elle commence à avoir des flashbacks en fait du jour de l'enterrement de sa mère. Et c'est très très drôle. Et c'est vrai que c'est une des séquences cultes de cette série. Mais il y en a tellement, mais celle-là est vraiment très drôle. C'est-à-dire que le jour de l'enterrement de sa mère, elle était naturellement très très belle et catastrophée à l'idée d'être si belle le jour de l'enterrement de sa mère. Stop doing that to your face. No, I have to. I don't know what's wrong. I look so good. It's okay, we can sort it out. Just take some of your makeup off. I'm not wearing any makeup. What? What has happened? I have never I don't seen know. you I just look woke up so looking good. amazing, and then everyone's going to think I got a fucking facial for my mother's funeral. Oh, what the hell? You look incredible. We're trying to mess her up. Just no matter what I do with my hair, it just keeps falling in this really chic way. Oh, God. Et donc, elle est devant le miroir en train de dire « Mais quoi que je fasse, mes cheveux tombent d'une manière extrêmement chic et j'ai un teint vraiment ravissant. » Et tous les gens qui la croisent lui disent « Waouh, mais t'as vraiment belle mine. » Il y a même quelqu'un qui lui dit le deuil te sied à merveille. Ouais. C'est vraiment... Et sa meilleure amie lui dit bon, c'est pas grave, on va te démaquiller. Elle est là, mais je ne porte pas de maquillage. Ouais. Mais c'est ça qui fait le brio de la série. C'est-à-dire que même dans les moments les plus tragiques, il y a un talent comique qui est quand même assez fou. Et là, pour le coup, trouver ça, je trouve ça vraiment brillant. Et c'est très, très marrant, quoi. C'est hyper marrant et ça vient appuyer un des thèmes et des sentiments les plus forts de Fleabag, qui est la honte. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que elle se sent anormale dans la manière dont elle gère son deuil. Son petit ami, lui, s'effondre en larmes et lui dit « T'as pleuré encore ou pas ?» Et elle lui dit « Oui, je t'assure, j'ai pleuré. » Sa sœur lui dit « Comment tu fais pour avoir de l'appétit ?» Parce qu'elle mange à la réception après l'enterrement. Et donc, on sent qu'elle est gênée par la manière dont elle vit son deuil et qu'elle se dit qu'elle devrait pas le vivre comme ça. Et que ça, en plus de la douleur évidemment extrêmement profonde qu'elle ressent, elle se sent anormale. Et c'est un truc qu'elle vit depuis le début, en fait, Fleabag. C'est qu'elle a l'impression d'être totalement anormale par rapport aux autres gens, qu'il y a plein de tabous qui existent auxquels elle ne souscrit absolument pas et que ça la rend un petit peu tarée, un petit peu détraquée et qu'elle en a honte. Et il y a une scène que, moi, c'est la scène qui m'a le plus émue, je me souviens, au premier visionnage de la saison 2 de Fleabag. C'est, après l'enterrement, elle discute avec sa meilleure amie, Boo, dont on sait qu'elle va mourir, et surtout, on sait que Fleabag sera en partie responsable, enfin, je veux pas dire responsable, mais en fait, sa meilleure amie fait une fausse tentative de suicide pour rendre son mec jaloux, et en fait, c'est parce que son mec la trompe avec quelqu'un, elle ne sait pas qui, mais c'est avec Fleabag. Et au final, quand elle fait sa fausse tentative de suicide, elle meurt, vraiment, écrasée par plein de cyclistes qu'elle finit par tuer aussi, qui meurent dans la chute. Mais enfin bon, bref, tout ça pour dire que on la voit dans cette interaction avec cette personne qui est extrêmement importante pour elle et qui va disparaître de sa vie très vite. Et en fait, elle lui dit quelque chose que je trouve très beau. C'est, elle lui dit, I don't know what to do with it. With what? All the love I have for her. I don't know where to put it. je sais pas où le mettre, tout cet amour que j'avais pour elle. Pour sa mère, quoi. Je me souviens que cette scène, elle m'avait complètement bouleversée. Et en fait, Boo, sa meilleure amie, lui dit, mais... I'll take it. No, I'm serious. It sounds lovely. I'll have it. You have to give it to me. Donne-le-moi. Moi, je peux le prendre. Hein. Tu peux me donner tout l'amour que tu veux. Je le prendrai. Et en fait, c'est bouleversant quand tu sais que justement... elle va perdre cette meilleure amie très vite. Et tu sens justement que c'est quelqu'un qui... c'est ce qui est dit dans le dernier épisode de la saison. Son père lui dit c'est ton problème, c'est que tu sais... t'es celle d'entre nous qui sait le mieux aimer. I think you know how to love better than any of us. That's why you find it all so painful.
Et en fait, là, on le sent vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, malgré sous ses apparences un peu cyniques et son humour et des choses comme ça, elle a un surplus d'amour qu'elle ne sait plus où mettre, quoi. Parce qu'elle a perdu les 2 êtres qu'il aimait le plus et qu'elle a une sœur qui est complètement froide et indifférente, un père qui ne sait pas terminer ses phrases et qui est incapable de communication avec elle. Et sinon, elle est toute seule, en fait. Toi, t'avais pensé quoi cette scène quand tu l'avais vue ? Ouais, moi aussi, ça m'a bouleversée. Je trouve que c'est une des plus belles expressions du deuil. Et on en a reparlé il y a quelques années quand WandaVision est sorti, où il y avait eu cette phrase très célèbre « Le deuil, c'est juste l'amour qui persévère ». C'est une autre très belle manière d'exprimer effectivement ce trop-plein qu'on peut avoir quand on perd quelqu'un. Et je pense que c'est le cas quand on vit une rupture aussi, c'est-à-dire que quand on a partagé la vie de quelqu'un pendant très longtemps, de quelqu'un de proche, et que cette personne du jour au lendemain disparaît, on a l'impression qu'il y a tout un monde qui disparaît avec et on sait plus quoi en faire et on sait plus pour quelles raisons on devrait continuer à exister. Et c'est exactement ce qui se passe pour Fleabag dans la série et c'est un peu ça qui va précipiter le monologue qu'elle donne à la fin de l'épisode, parce qu'effectivement, elle est épuisée de devoir porter toutes ces émotions pour lesquelles elle n'a aucun réceptacle. Justement, à la fin, tous les thèmes de l'épisode se rassemblent dans un segment final où, tu l'as dit dans le résumé, elle se rend à l'église, elle se met à prier et d'un coup, elle entend un morceau de rap qui est en train de retentir d'une pièce de la paroisse. Pour la petite histoire, normalement, c'était Jenny from the Block dans la version originale. Moi, c'est comme ça, quand je l'avais vu, c'était ce morceau-là, mais en fait, ils n'ont pas eu les droits à l'international. Et donc, ils ont changé le morceau après. C'est bien ce qui me semblait aussi, parce que quand j'ai revu l'épisode, je me souvenais pas que c'était cette musique-là. Ouais. Et du coup, elle suit la musique et elle se retrouve dans la pièce de la paroisse où se trouve le hot priest. Qui est en train de picoler. Qui est complètement bourré, très clairement. D'ailleurs, il lui dit tout de suite, en fait, tu es là, mais tu étais vraiment dans ma tête. On comprend qu'il était en train de penser à elle. Et on comprend qu'il est dans cette étape parce qu'il était en train de penser à elle. Et que lui aussi a été bouleversé par leur échange de l'après-midi, autant qu'elle, en fait. Exactement. Déjà... Trop mignon. On atteint le moment où Marie, elle est... Vous m'avez perdu. Non, mais déjà, bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais vu ça, j'étais oh mon Dieu, il pensait à elle. Mais c'est tellement bien écrit que c'est par des moments très subtils comme ça que on établit que lui aussi a clairement un intérêt qui dépasse l'intérêt amical. De toute façon, ça se voit à travers les épisodes. Il y a plein de moments assez marrants dans l'échange, par exemple, depuis le début, et ça va être très important à la toute fin de l'épisode. Il y a plein de moments où il demande à Dieu de l'aider ou des choses comme ça, où il pense que c'est des signes de Dieu. Quand, par exemple, dans le 2e épisode, il y a un tableau qui tombe, il dit, c'est parce qu'elle vient de faire un blasphème, je crois. Le tableau tombe et il dit, bah voilà, c'est Dieu qui fait un signe. Là, à un moment, il n'arrive plus à attraper une bouteille d'alcool et il dit, Lord help me, ou God help me, et il tapote et la bouteille lui tombe dans les mains. Il y a la présence de Dieu qui flotte aussi au-dessus de ces scènes. Je pense que c'est le moment où il faut préciser que tu as eu une partie de ton éducation dans un établissement catholique. Oui. Et je pense que ça a vraiment joué sur ta réception de cette saison. Parce que je me souviens, toutes les conversations qu'on avait autour, il y avait plein de trucs que tu captais justement de tout l'aspect religieux et spirituel de cette saison qui, moi, me parlait pas particulièrement ou j'y prêtais pas attention. Et toi, t'avais un regard tout de suite beaucoup plus acéré sur ça et je pense que c'est parce que t'as été éduqué à certains comportements, certains jargons, tu vois. C'est un univers que tu comprends un peu mieux, quoi. Oui, bah c'est sûr. Je suis pas catholique en plus, mais comme j'ai passé 8 ans quand même en école catho, donc c'est un univers que je connais bien. C'est aussi des tabous que je connais bien, forcément, parce que j'ai été éduquée là-dedans, enfin, quand je devais faire du catéchisme ou des choses comme ça. Et donc, rien que le fait qu'elle ait une histoire avec un prêtre, c'est quelque chose de tellement tabou et subversif, même si ça a déjà été fait dans plein d'autres œuvres ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui était émoustillant en soi, même si j'ai jamais été attirée par un prêtre de ma vie. Mais l'interdit qu'il y a derrière, je le saisis vraiment, je pense, plus que toi. Enfin, j'ai tout de suite senti que ça appuyait sur plein de boutons pour toi et que c'était pas du tout le cas pour moi. Et même justement, la séquence plutôt dans la saison où elle lit la Bible dans son bain, je me souviens que t'avais adoré ce moment et moi, ça m'avait amusé, mais ça m'avait pas réveillé autant, quoi. Il y a un côté, moi, qui m'avait beaucoup amusé, c'est quand elle va dans l'église et qu'elle voit le crucifix de Jésus, qui est donc très dénudé.
et qu'elle est elle le regarde d'un air un petit peu coquin. Déjà, c'est très subversif, mais en plus, ça souligne un truc qui est assez commun, je pense, dans les univers très catholiques, et même à travers l'histoire, où il y avait beaucoup de jeunes filles qui développaient un amour mystique très, très, très fort envers Jésus, qui était souvent un truc où le non-dit derrière, c'est qu'il y avait une sexualisation aussi, c'est-à-dire que c'est un corps nu, alors que t'avais accès à aucun corps nu, normalement, dans ces univers-là, et d'un coup, t'as le corps dénudé d'un homme en souffrance, mais d'un bel homme en souffrance comme ça. Il y a une érotisation qui est tue en même temps, qui est complètement tabou, mais qui est très présente. Et elle s'amuse beaucoup de ça, donc ça fonctionne très très bien, quoi. Mais bref, là, elle se retrouve donc dans la pièce avec lui. En fait, c'est un moment qui vient vraiment confirmer le fait qu'il a autant un crush sur elle que elle sur lui, et qui est délicieux parce qu'évidemment, c'est pas la première fois à la télé qu'on voit ça, mais ça a pas toujours été fait de manière aussi évidente et moderne. Je pense que beaucoup de Will They, Won't They appartiennent plus à une époque un peu désuète de la télé, des années 80-90. Et là, il y a quelque chose d'un peu plus direct dans la manière dont il se parle, où comme il est bourré, il est un peu désinhibé et il lui dit You okay, father? Oh, fuck you calling me father like it doesn't turn you on just to say it. non mais je sais que ça t'excite de m'appeler mon père. Et là, elle est complètement choquée qu'il lui dise ça de manière aussi frontale. Et j'adore ces moments parce que ça illustre, un peu comme le cou et les bras plutôt, ça illustre quelque chose qui est tellement universel, et je pense qu'on a tous ressenti quand on a un crush qui se transforme en relation, ou quand on est vraiment au tout début d'une relation et qu'on a la confirmation que la personne en face est aussi attirée par nous qu'on l'est par elle. Qu'on se dit ok, c'est bon, ça marche, ça va marcher, et quand tu sais que tu vas très bientôt pécho quelqu'un. Et là, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que tu comprends à ce moment-là que ils n'ont jamais été aussi proches de passer à l'action tous les deux, et c'est hyper bien fait. Il fait un toast et il dit « Here's to peace and those who get in the way of it ». Donc à la quiétude et à ceux qui viennent la déranger. C'est clairement destiné à elle, parce qu'en plus, plus tôt dans l'épisode, il lui a dit que l'idée de ses seins l'avait dérangée. Oui, voilà. Ce qui est très marrant aussi, c'est que elle lui dit « Mais pourquoi vous êtes réveillé ? Il est 21h45 ». Et en fait, il lui demande pourquoi elle est à l'église à cette heure-ci, alors qu'en plus, elle n'est pas croyante. Et donc, elle lui dit que elle essayait de prier, qu'elle essayait de chercher des réponses. Et donc là, il lui dit « Ok, suis-moi ». Et il l'emmène au confessionnal. Et il la guide un petit peu pour qu'elle confesse ses péchés et qu'elle se montre vulnérable enfin avec lui, avec cette protection qu'offre le confessionnal. Ouais, sachant qu'elle est très réticente, parce qu'elle dit je suis pas catholique, et puis après elle dit ça c'est le moment où vous m'enfermez, où les catholiques vous m'enfermez, vous écoutez tous mes secrets et après vous les utilisez contre moi. Mais il parvient à la convaincre. Et c'est là où il y a un monologue qui, je pense, on peut le dire, est devenu assez culte, en tout cas dans ma tête, et qui, moi, à l'époque, a touché un truc très, très viscéral. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence par parler de sexualité. C'est encore une fois sa méthode de distraction. Alors qu'on s'attend à ce que souvent dans une confession comme ça, catholique, ce soit le truc qu'on confesse, c'est des pensées impures, etc. Et elle, en fait, c'est le premier truc qu'elle dit pour éviter de parler de ses vraies vulnérabilités. Et donc, elle dit, voilà, j'ai couché avec énormément de monde, etc. Je me masturbe. Il y a eu un petit peu de sodomie. Voilà. J'ai fait plein de choses que je suis pas censée faire. Et en fait, à chaque fois, il lui dit, OK. Et en fait, il l'a fait aller plus loin. Et ça révèle tout ce qu'on sait déjà du personnage de Fleabag, mais là, d'une manière qui est extrêmement clair, c'est-à-dire que ce qui pourrait paraître extrêmement tabou et intime pour plein de gens, c'est-à-dire parler de sodomie et de masturbation, pour elle, ça n'est que la première couche de vulnérabilité, et qu'en dessous, il y a des choses bien, bien plus profondes et existentielles qui se cachent, et donc plus il va la pousser, plus elle va révéler ce qui la perturbe vraiment. Ce qui la perturbe vraiment, c'est d'avoir des émotions, vu que c'est une Anglaise bourgeoise. Non, mais elle finit par lui dire qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. I want someone to tell me what to wear in the morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for and who to love and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. But I know that's why people want people like you in their lives. Because you just tell them how to do it.
You just tell them what to do. So just tell me what to do. Ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui décide à sa place, qui prenne toutes les décisions pour elle, qui lui dise quoi manger, pour qui voter, comment se comporter. Parce qu'elle a l'impression que elle, toutes les décisions qu'elle prend, déjà, elle est épuisée et qu'en plus, elle a l'impression que c'est que des mauvaises décisions. Que ça lui a jamais réussi, en fait, d'être autonome dans sa vie. Oui, voilà. Et que elle pense qu'elle s'est trompée jusqu'à maintenant et qu'elle a besoin que quelqu'un lui dise quoi faire, quoi. Et prenne en charge sa vie. Ce monologue t'avait beaucoup parlé? J'étais à une période de ma vie, justement, t'étais venue me voir, c'était quelques mois avant que je rentre en France. Et j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire de ma vie. Je m'apprêtais à quitter mon boulot dans lequel j'étais depuis 6 ans, à quitter le pays dans lequel je vivais depuis 7 ans. J'étais aussi paumée au niveau privé. Et en fait, j'étais... C'est un moment qu'on connaît beaucoup dans cette période charnière du début de la trentaine, ou que beaucoup connaissent, je pense. Et il y a quelque chose de... Quand on est complètement paumé, en fait, ou quand on est dans des gros moments de doute ou d'incertitude dans sa vie, ou de questionnement, l'idée que des choix puissent être faits à notre place, ce qui est quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que, surtout en tant que femme, la libération des femmes, c'est de pouvoir faire ses propres choix, aussi bien en ce qui concerne sa vie, que son corps, que son porte-monnaie, que tout ça. Et enfin, c'est quelque chose, quand tu es une femme féministe et indépendante, duquel tu te réclames totalement, et moi, c'est mon cas. Mais en fait, forcément, dans les moments de l'âge adulte, où en fait, tous ces choix, c'est aussi un poids et c'est une responsabilité, ça peut devenir très lourd. Et il y a quelque chose de libérateur et de réconfortant à se dire que... ce serait tellement bien si quelqu'un me disait quoi faire en plus. Parce que l'incertitude du futur et de ce vers quoi ça va mener et des mauvaises décisions que tu pourrais prendre, c'est quelque chose de tellement paralysant. Et en plus, du coup, tu dois vivre avec cette responsabilité, en fait, et vivre avec les choix que tu as faits. Alors que si quelqu'un les fait pour toi, tu peux toujours blâmer quelqu'un d'autre, quoi. Et moi, ça m'avait énormément parlé à l'époque. Enfin, je pense que ça avait touché un nerf qui est moins touché aujourd'hui. Par exemple, quand je revois cette scène, je trouve toujours le monologue hyper bien écrit et tout ça, mais ça me parle toujours. Mais je trouve qu'elle a réussi à capturer un moment qui est très précis dans les responsabilités de l'âge adulte et le poids que ça peut représenter et à quel point ça peut être difficile de gérer ça. Ouais, et le mal-être aussi, je pense, psychologique, ou quand ça va vraiment pas bien et que t'as un peu envie d'abandonner, l'idée que quelqu'un te dise quoi faire et prenne tout en charge peut être aussi très réconfortante, même si elle est faussement réconfortante, mais de se dire j'aimerais vraiment que quelqu'un prenne les décisions à ma place parce que je n'ai juste pas l'énergie de décider ce que je vais faire de ma vie et ce que je vais faire de ma journée, quoi. Cette scène, elle évolue vers quelque chose de complètement différent. Dans la minute d'après, enfin pas de différence à la continuité, mais en même temps, là, on est dans un moment de vulnérabilité où elle est en train de s'exposer. Et là, d'un coup, il lui dit « agenouille-toi ». Neil. Et elle s'agenouille. Et là, le rideau s'ouvre. Il se tient au-dessus d'elle de façon assez dominante. Et ils finissent par s'embrasser jusqu'au moment où, en fait, un tableau tombe en arrière-plan. Et ça évoque ce qui s'était passé dans l'épisode, le deuxième épisode de la saison, où on comprend que lui, il l'interprète comme un signe de Dieu, quoi. Il vient de faire quelque chose d'impardonnable aux yeux de Dieu dans, en plus, la maison du Seigneur. Parce que lui, depuis le début, il est très réticent à ce qu'il y ait un rapprochement avec elle. On sent que c'est quelque chose qu'il ne veut pas, alors qu'elle, elle le veut vraiment. Et que lui, malgré l'attirance très forte qu'il ressent pour elle, c'est non négociable. Et donc là, on sent quand ils s'interrompent qu'il y a une déception et une colère envers lui-même aussi de s'être laissé tenter, entre guillemets, par quelque chose qu'il se refusait jusqu'à présent. C'est une scène qui est quand même, en tout cas qui l'a été pour beaucoup de gens, et moi c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, assez érotique. Le Neil et toute la scène. En plus, Andrew Scott est quelqu'un d'extrêmement charismatique, donc ça fonctionne très bien avec lui. Mais il y a eu aussi tout un questionnement sur est-ce que on est dans un rapport de pouvoir un peu étrange quand même. Il vient de la faire se confesser et il lui demande de s'agenouiller, et c'est ça qui initie le rapport entre les deux. Est-ce que toi, ça t'a dérangé, ça ? Pas du tout. Et ça me dérange toujours pas en revoyant l'épisode aujourd'hui. Pour moi, les rapprochements intimes et sexuels occasionnent beaucoup de vulnérabilité, ça c'est sûr. Et donc, il y a des gens qui peuvent en profiter ou en abuser. Mais je pense que c'est inhérent à n'importe quel rapprochement et à n'importe quel rapport de séduction. Alors vraiment, j'ai l'impression de me transformer en Gérard Depardieu, quoi. Mais non.
Mais pour moi, en fait, la tu peux être dans le- vulnérabilité et la séduction vont de pair. Enfin, quand on est face à quelqu'un qui nous attire beaucoup et qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, ce qui peut se passer, je ne dirais pas que ce soit toujours un rapport super égalitaire et c'est un danger. Enfin, moi, je me sens toujours en danger quand je démarre quelque chose avec quelqu'un ou quand je suis dans un rapport de séduction avec quelqu'un parce que tout est possible. Et donc, pour moi, là, ça reflète plus ça. Mais le fait qu'il soit prêtre et qu'elle vienne de se livrer à lui, pour moi, ça n'a rien de problématique. Par contre, ça amplifie évidemment l'intimité qui est en train de se créer entre les deux. Mais je le vois pas comme un rapport de pouvoir abusif de sa part. Je le vois comme une intimité très très forte qui est terrifiante pour les deux personnages. Et ça, je pense qu'on peut très bien s'y identifier en fait. Ta blague sur Depardieu, enfin, la vulnérabilité, ça veut pas dire l'absence de consentement, en fait. Oui, Donc, exactement. c'est ça la ligne, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a forcément, il y a toujours un rapport de pouvoir et une vulnérabilité dans tous les rapports humains en général. Donc, et dans les rapports humains intimes et sexuels, d'autant plus. C'est comme ça que les gens se rapprochent, en fait. C'est parce qu'ils couchent ensemble et qu'après, on sait très bien qu'il y a des moments de vulnérabilité qui se créent justement autour du sexe, pendant le sexe, après le sexe, parce que tu as vécu quelque chose d'intime et que c'est des moments où tu vas dire des choses que tu n'aurais peut-être pas dit 2 heures plus tôt. Et c'est ça qui crée aussi parfois la beauté d'un début de relation, quoi. Oui. Après, il y a quand même un truc sur le côté... elle est en train de lui dire, en gros, qu'elle est complètement paumée dans sa vie et qu'elle sait pas quoi faire. Et il lui dit, agenouille-toi. Il vient l'embrasser. Je vois pourquoi ça a été perçu comme ça. Moi, ça me dérange pas non plus parce qu'en fait, je pense que ce serait dérangeant, par exemple, si c'était vraiment une paroissienne qui fréquentait l'église et qui voyait en lui une véritable figure d'autorité parce que c'est ce que, enfin, par exemple, une catholique pratiquante verrait peut-être ça. Et donc, je comprends qu'on voit un rapport de force dans ce cas-là. Elle, très clairement, on sait qu'elle est pas croyante, elle est pas catholique. Depuis le début, elle le drague et elle est dans un truc où justement là elle baisse un peu la garde, mais c'est la première fois qu'elle baisse la garde avec lui et en fait lui on sent une vulnérabilité de son côté aussi, donc pour moi il y a un rapport qui est quand même assez égalitaire et d'ailleurs il est rétabli tout de suite le rapport égalitaire parce que dès qu'ils commencent à s'embrasser, elle se relève et c'est elle qui commence à initier les choses en lui disant c'est quoi cette robe ? C'est même elle en fait qui va vers lui pour l'embrasser, c'est-à-dire que c'est très tendre, lui s'agenouille vers elle aussi et il lui caresse le visage, donc c'est quelque chose de très protecteur, très doux et là on sent qu'elle a très très envie de l'embrasser et c'est comme ça que ça démarre, c'est pas, il se jette pas sur elle alors qu'elle est à genoux en train de pleurer quoi. Ouais, non. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus déjà de très adulte et de très égalitaire et respectueux, je trouve, dans la manière dont ça se produit. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce monologue et pendant la scène du baiser, à aucun moment, elle ne brise le 4e mur. C'est un des rares moments de la série où elle ne le fait pas, parce que justement, on comprend qu'elle est totalement vulnérable avec lui et qu'elle a plus besoin d'utiliser cette soupape qu'elle utilise d'habitude. Et à la toute fin, alors qu'il part parce que le tableau vient de tomber, là, elle se retourne vers nous à nouveau et elle nous regarde d'un air un peu genre « oh, trop dommage ». Et elle rétablit la connexion envers nous, quoi. Donc là aussi, il y a enfin, au niveau de l'écriture, moi, je trouve ça vraiment assez remarquable, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas pour toi dans cet épisode ? Non, pour moi, tout fonctionne. C'est pas mon épisode préféré, mais je le trouve très réussi et j'ai beaucoup apprécié le revoir parce que je pense que je saisis mieux, comme je disais maintenant, toutes les complexités de la saison 2 et du personnage de Fleabag et de ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Après, c'est marrant parce que moi, le passage où il lui dit de s'agenouiller a pas provoqué grand-chose chez moi et je me sentais totalement déconnectée de la conversation médiatique au moment où cet épisode est sorti. Déjà parce que j'en avais parlé avec toi et que toi, t'étais comme une ouf en voyant ce moment. Mais il n'y avait pas que toi. C'est-à-dire que c'était très majoritaire sur Internet. Tout le monde en parlait sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il y a eu plein d'articles sur le fait que ce moment était complètement fou. Et moi, je sais pas, je suis pas rentrée dedans. Et même là, en le revoyant aujourd'hui, je le trouve bien, mais c'est vraiment pas les moments de cette saison qui me font le plus vibrer, même en termes de tension sexuelle. Et donc, je suis un peu restée en dehors de ce moment, même si je comprends pourquoi il peut être un petit peu émoustillant. Il n'est pas plus que ça pour moi. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, en le revoyant, beaucoup moins. Mais à l'époque, déjà, il y avait la surprise du moment. C'est-à-dire que tu t'attends pas du tout à ce qu'ils lui disent agenouille-toi et est-ce que ça se conclut comme ça. Il y avait une attente totalement folle. On voulait absolument qu'il se passe un truc entre eux. Enfin, je voulais absolument qu'il se passe un truc entre eux.
Et encore une fois, c'est le côté hyper subversif. Et le côté aussi, ça joue avec des codes de domination, évidemment, des choses qui sont très présentes dans l'imaginaire érotique, je pense, d'énormément de gens aujourd'hui. Ça joue avec le tabou, la subversion, toutes ces choses-là, qui sont quand même des terreaux assez fertiles pour qu'il y ait une portée érotique dans une scène, quoi. Meilleure réplique ? J'aime beaucoup le moment où elle est avec les Quakers et où elle se tourne vers nous et elle dit c'est très silencieux, c'est très intense, c'est très, très érotique. Ouais, je l'avais noté aussi. Ouais. En fait, ce que j'adore dans Fleabag, et je crois que c'est aussi pour ça que la saison 1 m'avait beaucoup parlé, c'était tout le discours de Fleabag sur la sexualité et son talent à Phoebe Waller-Bridge pour exprimer des zones d'érotisme et de sensualité et de fantasmes qui sont rarement exposés dans la pop culture et surtout des fantasmes féminins. Et comme tu le disais avec le prêtre, il y a plein de choses qui sont assez subversives et le fait de trouver une réunion de Quakers hyper excitante sexuellement, c'est totalement décalé et très spécifique. Et pour moi, c'est les moments les plus jouissifs de Fleabag, c'est vraiment ce genre de moment. C'est quoi pour toi la meilleure réplique ? En vrai, je pense que les meilleures répliques, elles sont toutes dans cette scène autour des Quakers. I sometimes worry that I wouldn't be such a feminist if I had bigger tits. Je me dis que je serais peut-être pas une aussi grande féministe si j'avais des seins plus gros, mais enfin, c'est pas la meilleure en vrai. C'est à la fin, quand ils sortent justement et qu'il lui dit c'était très bien jusqu'à ce que tu parles de tes seins et après, j'arrivais pas à penser à autre chose. Et elle dit mes seins ont ruiné ta quiétude. Ça m'avait beaucoup fait rire à l'époque. Mais je pense que j'avais noté la même que la tienne à la base quand même. Ouais. Ah non, sinon, enfin, vraiment, grief clearly agrees with you. Enfin, vraiment, le deuil te scie à merveille, c'est magique. Ouais, c'est clair. Il y a un moment aussi que je trouve très beau et qui est un petit peu furtif, mais dans la conversation entre Fleabag et son père le jour de l'enterrement, il parle justement de la mère de Fleabag en disant qu'elle était douce, gentille, marrante. Et Fleabag est très émue qu'il fasse un tel éloge de sa mère et il lui dit non, ça m'énervait en fait qu'elle soit comme ça. Ouais. Et donc il y a quelque chose de très beau justement dans le fait que dans la complexité des sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un. Et juste après, il y a la future belle-mère de Fleabag qui passe la tête par la porte et il dit à Fleabag, elle est un petit peu agaçante, non ? Et en fait, quand tu sais que juste après, il va démarrer une relation avec elle et que du coup, être agacé par une meuf, c'est souvent aussi un signe d'amour pour lui. Bah, ça me fait un petit pincement au cœur à chaque fois que je revois ce moment parce que elle, Fleabag, elle pressent qu'il y a un rapprochement entre lui et cette femme. Et nous, on le sait et qu'en plus, ça va devenir horrible avec Fleabag. Et c'est vraiment malin parce que c'est un tout petit moment, mais qui en dit très long sur le personnage du père aussi. MVP, la sœur de Fleabag pour toujours. Je l'aime tellement. Ses meilleurs moments tournent autour de sa coupe de cheveux. C'est un autre moment de la saison. Mais elle me fait toujours mourir de rire et cette actrice, c'est génialissime. C'est qui toi ton MVP ? Je pense que c'est Olivia Colman qui est absolument incroyable dans le rôle de la belle-mère, quoi. Elle est toujours d'une douceur perfide absolument magnifique. Ouais, elle est délicieusement détestable. Exactement. C'était Amis, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous toutes et tous de nous écouter chaque semaine. On revient la semaine prochaine avec un autre épisode qui a marqué nos vies de fans de séries. À très vite. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.